Pendant l'été 2000, Virginia Giuffre rencontre Ghislaine Maxwell. Virginia travaillait comme assistante au spa du Mar-a-Lago, le club privé de Donald Trump à Palm Beach, en Floride. À ce moment-là, elle avait 16 ans et elle avait un mode de vie très précaire. Elle avait déjà été victime de violences sexuelles et physiques dans son enfance, ce qui la rendait d'ailleurs très vulnérable. Un jour, alors qu'elle lisait un livre sur la massothérapie, Ghislaine Maxwell l'a abordée et elle a remarqué son intérêt pour le massage. Alors elle lui a proposé un emploi en tant que masseuse pour son mari, Jeffrey Epstein. Elle lui promettait de l'argent en retour, puis surtout une manière de s'entraîner pour apprendre à devenir masseuse, et enfin l'opportunité de rencontrer des gens puissants grâce à l'entourage de Jeffrey Epstein. Ça tombe bien, Virginia a besoin d'argent, et là c'est de l'argent facile. C'est une opportunité pour rencontrer des gens. On lui promet monts et merveilles, lui dit qu'elle est très jolie, qu'elle pourra rencontrer des personnes influentes. Donc, elle est curieuse et elle accepte. Virginia rentre dans la maison des Epstein à Palm Beach. Devant elle, il y a Ghislaine qui la guide dans la maison, la fait rentrer dans une salle. Et là se trouve Jeffrey Epstein, allongé nu, prêt à être massé. Ghislaine lui donne quelques instructions. Qu'est-ce que Jeffrey aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Jeffrey Epstein se retourne, il l'abuse sexuellement, puis, les jours d'après, il la transporte entre différentes résidences, notamment à Palm Beach, à Manhattan, à Paris, au Nouveau-Mexique et puis sur son île privée, Little St. James. Ça y est, Virginia Giuffre rentre dans le trafic sexuel de Jeffrey Epstein. Virginia Giuffre n'est pas seule. Epstein et Maxwell ont construit un système méthodique. Chaque adolescente isolée est manipulée par la peur et la promesse de privilèges. Maxwell en recrute certaines, puis ensuite apprend aux victimes à se transformer elles-mêmes en recruteuses. C'est un système de manipulation pur et dur. Elles reçoivent des cadeaux, d'autres de l'argent. On leur dit qu'elles vont devenir des mannequins très connus. Et puis regardez, vous êtes avec Jeffrey Epstein, c'est un milliardaire. Il est extrêmement influent, il peut vous offrir tout ce que vous avez toujours rêvé d'avoir. Vous qui vivez dans la pauvreté, vous qui vivez dans une situation familiale difficile, venez, vous ferez de l'argent, vous vivrez dans les plus belles maisons du monde. Énormément de jeunes filles sont attirées soit parce qu'elles sont curieuses, d'autres parce qu'elles pensent concrètement que la proposition qu'on leur fait pourra améliorer leur situation familiale ou financière. Mais aussi, elles comprennent rapidement que refuser signifie se mettre en danger, être humilié ou être mis à l'écart. Le manoir, le luxe, la présence de célébrités puissantes contribuent vraiment à intimider les victimes et à rendre leur peur plus tangible. Si tu refuses, regarde, moi je peux détruire ta vie. En colère. La première plainte officielle arrive en 2005. Les agents fédéraux découvrent un réseau de jeunes filles, toutes exploitées, certaines âgées de 14 ans, d'autres un tout petit peu plus encore, mais bien entendu toujours mineures. Ils identifient Epstein comme le noyau central de ce réseau de pédocriminalité finalement et de trafic sexuel, et Ghislaine Maxwell comme la recruteuse principale. Mais très vite, les défenseurs de la justice sont confrontés à l'argent. Parce que Jeffrey Epstein est extrêmement riche. Il a des personnes dans son propre réseau qui ont profité des jeunes filles qui sont encore plus riches et encore plus influentes. Donc, il a une capacité à se sortir de la merde qui dépasse l'entendement. Il va se payer des avocats puissants. En fait, il va y avoir de la corruption jusque dans les sphères les plus hautes de la justice américaine. Il va vraiment faire jouer ses relations politiques et en effet, la justice est totalement compromise. Lorsque je me suis renseignée quand même sur cette affaire, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est même quand des femmes vont ensemble demander à la justice d'agir avec des preuves à l'appui, on s'en fout qu'il y ait des preuves, qu'il y ait des témoignages de jeunes filles qui viennent dire « Moi, j'ai été abusée sexuellement pendant des années, j'ai été emmenée d'avion en avion auprès des plus grandes célébrités du monde entier pour me faire abuser sexuellement. » Tout le monde s'en fout. Les avocats s'en foutent, le procureur lui-même s'en fout. Parce que, en fait, ça l'intéresse pas, quoi. De rétablir la vérité, de rétablir l'ordre et la justice.
D'ailleurs, il y a cette phrase qui m'énerve. On va laisser la justice faire son travail. La justice n'a jamais fait son travail. Ou alors son travail n'est pas celui d'une justice. La justice, ça n'existe pas. C'est un jeu de relations, un jeu de pouvoir. Si t'as de l'argent, tu t'en sors. C'est pas du tout une question de qui est coupable ou pas. C'est une question de qui réussit à s'en sortir le mieux possible grâce à son réseau, à sa thune et aux petits pantins là comme ça qui sont à sa disponibilité. Donc par exemple, Alexander Acosta, qui est le procureur de Floride, négocie en 2008 un accord secret, un NPA. Epstein plaide coupable pour des charges mineures de sollicitation, de prostitution de mineurs, et l'accord permet d'effacer toutes les autres accusations fédérales graves qui ont été faites par les victimes et immunise tous ses complices, y compris Maxwell. Epstein, il est censé être condamné à 18 mois de prison, il n'en fait que 13, avec finalement une sortie quotidienne pour aller travailler. Donc, il ne va pas en prison. La structure du système judiciaire patriarcal et complice protège les hommes s'ils sont puissants et rend la lutte des victimes presque impossible. À ce stade, Jeffrey Epstein est toujours libre et ses réseaux sont intacts. Il se déplace dans les cercles d'élite avec des hommes influents dans le monde entier. Mais alors, quels moyens ils utilisent, ces hommes-là, pour se sortir de ce genre de situation ? Une de ces personnes-là, c'est Donald Trump. Donald Trump le connaît depuis les années 80-90. En 2002, dans une interview de New York Magazine, il le décrit comme, et je cite, « Un mec génial, il aime les belles femmes tout autant que moi, et beaucoup d'entre elles sont dans la catégorie des jeunes. » Rétrospectivement, on peut quand même se dire que c'est quand même un aveu qui indique un confort total avec le fait d'exploiter des jeunes femmes. Un confort total avec le fait de dire haut et fort que c'est ok pour un vieux mec dégueulasse de sortir avec des femmes jeunes. Mais plus l'affaire Jeffrey Epstein va faire de bruit, plus Donald Trump va commencer à indiquer qu'il n'est absolument pas l'ami d'Epstein. Par exemple, en 2019, Donald Trump affirme ne pas être un fan du mec. Voilà. Il dit « I'm not a fan ». Plus les années vont avancer, plus il va prendre de la distance, c'est un complot et patati et patata. Bref, il sème la confusion totale pour éviter de mettre l'accent sur qui il est et mettre les regards sur sa potentielle implication dans l'affaire Jeffrey Epstein. Bill Clinton voyage sur le jet privé de Jeffrey Epstein un nombre incalculable de fois pour aller sur son île privée. L'île privée, c'est là où se sont passés la plupart des abus sexuels de Jeffrey Epstein et de Ghislaine Maxwell, qui a d'ailleurs elle aussi participé à ces agressions-là. On voit Bill Clinton passer des vacances sur l'île privée et il nie pourtant toute connaissance des abus sexuels qui ont eu lieu. Il y a le prince Andrew, qui est le fils de la reine d'Angleterre, qui est vu constamment avec Jeffrey Epstein. Ils sont très bons amis. On le voit aller sur l'île privée et aller dans les différentes maisons de Jeffrey Epstein. On le voit sur des photos avec Virginia Giuffre, la première victime dont je vous ai parlé au début de l'épisode, qui d'ailleurs a affirmé avoir été violée par le prince Andrew 3 fois. Et il dément. Il dément. Il dit que c'est pas lui. Il dit qu'il n'a jamais agressé Virginia Giuffre. Il fait peur à Virginia pour éviter d'avoir un procès public, pour éviter le scandale. Comme toutes les autres victimes, on la menace, on lui fait peur, on lui dit qu'elle ne va jamais arriver à rien, que de toute façon, en plus, elle a essayé de contacter la justice maintes et maintes fois, mais il ne se passe rien puisque le procureur est complètement à la botte de Jeffrey Epstein. Il propose plus de 10 millions d'euros à Virginia Giuffre, qui elle vit quand même dans une situation de précarité. Elle accepte. Donc là, on voit bien les différents mécanismes que ces hommes vont mettre en place pour se sortir de la merde, entre guillemets. D'abord, on va nier les faits. Ensuite, si ça marche pas, on va partir dans une phase d'intimidation. Si ça ne marche toujours pas, on va utiliser notre argent pour s'assurer de rester dans l'impunité la plus totale. Si on revient à 2008, pour les victimes, alors que Jeffrey Epstein marche tranquillement dans les rues tous les jours pour aller travailler, entre guillemets, la vie, elle, ne s'arrête pas. Leurs traumatismes sont profonds, elles sont harcelées, d'autres sont surveillées par Ghislaine Maxwell et ses complices.
Elles ont la peur d'être ridiculisées. La lutte des survivantes, elle commence réellement à faire éclater l'omerta entre 2015 et 2018. En fait, elle est portée par le mouvement MeToo et par une attention médiatique qui est très grande, notamment grâce à Virginia Giuffre. Elle a commencé à publier son histoire. Ensuite, il y a Courtney Wild qui participe à des interviews détaillées. Il y a Annie Farmer qui partage aussi son expérience, ses souvenirs. Chacune d'entre elles commence à se rendre compte de l'existence d'autres femmes. Elles soutiennent leurs paroles mutuellement et elles commencent à créer un vrai réseau de solidarité qui est en lui-même une résistance face au pouvoir masculin qui est complètement injuste. Elles partagent des documents, des preuves, elles se conseillent sur les procédures à suivre et elles se relaient en fait dans les médias pour que leur voix ne soit pas isolée. C'est beaucoup plus simple de faire taire une femme quand elle est toute seule, beaucoup plus difficile quand elles sont en groupe. La vérité, elle a été portée par la voix collective des femmes qui ont continué de parler encore et encore. Mais ce qu'on remarque chez Jeffrey Epstein spécifiquement, c'est qu'il y a une autre technique qui va être utilisée. Pour assurer sa propre sécurité, il va piéger chaque personne qui rentre dans son réseau. Je vous explique. On a par exemple un mail de Sarah Ransom qui a été une victime, elle aussi, de trafic sexuel, qui raconte qu'elle a vu des sex tapes montrant clairement Bill Clinton, Prince Andrew, Richard Branson en train d'avoir des pratiques sexuelles avec une de ses amies. Jeffrey Epstein mettait des caméras partout dans ses maisons, là où il invitait tous ces hommes justement à abuser sexuellement de jeunes femmes. Ça lui permettait de se protéger et d'ensuite pouvoir faire du chantage dans le cas où il serait en danger. Et en effet, à partir du moment où Sarah Ransom commence à en parler, les hommes autour ont commencé à avoir réellement peur en se disant « Putain, on n'était pas au courant », parce que ça, il l'a caché. Jeffrey Epstein savait totalement qu'il faisait quelque chose de mal. C'est pour ça qu'il a mis des caméras, en se disant « Si jamais ça se retourne contre moi, je peux tous les faire tomber ». En 2019, grâce à la pression de MeToo, Epstein est finalement arrêté à New York. Les enquêteurs, ils vont découvrir des centaines de photos compromettantes, des fichiers qui vont détailler les victimes et leurs rencontres avec des hommes hyper puissants. Mais un mois plus tard, le 10 août 2019, Epstein est retrouvé mort dans sa cellule. Officiellement, on dit que c'était un suicide. Je n'y crois absolument pas. Alors on va me dire complotiste, il y a tellement d'anomalies dans cette histoire. Les caméras de sa cellule étaient hors service ce soir-là. Les gardiens étaient absents. Il y a eu énormément d'erreurs de protocole. Comme par hasard, avant qu'il ouvre sa gueule, le mec meurt. Aucune utilité. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que son nom avait déjà été bafoué pendant des années. Il était déjà rattaché à ça. Il s'est pas tué à ce moment-là. Pourquoi il se tuerait maintenant? Pile au moment où il peut faire couler avec lui toutes les personnes qu'il avait prévu de faire couler parce qu'il avait fait des vidéos de ces mecs-là. En juillet 2025, Trump demande publiquement à la procureure générale Pam Bondi de donner toutes les informations pertinentes sur l'affaire Jeffrey Epstein. Résultat, la procureure générale informe Donald Trump, suite à sa demande, que son nom apparaissait dans les fichiers d'enquête. Il y a l'album d'anniversaire de Jeffrey Epstein qui sort et qui est publié dans le Wall Street Journal. On retrouve une lettre faite par Donald Trump. Concrètement, c'est le dessin d'une femme nue avec ses seins en évidence. Et dessus, Donald Trump écrit une sorte de dialogue entre lui et Jeffrey pour son anniversaire. Il écrit d'abord « Il doit y avoir plus dans la vie que d'avoir tout ». Donald, c'est-à-dire lui, répondrait à Jeffrey « Oui, il y a plus, mais je ne dirai pas ce que c'est. Nous avons certaines choses en commun, Jeffrey. Les énigmes ne vieillissent jamais. Est-ce que tu as remarqué ça? Un ami est une chose merveilleuse. Joyeux anniversaire, et que chaque jour soit un nouveau merveilleux secret. » Signé Donald J. Trump. Voilà. Donc la Maison-Blanche a affirmé que la signature de Donald Trump n'était pas sa vraie signature. Moi, j'ai explosé de rire en voyant ça parce qu'en fait, la Maison-Blanche, du coup, a montré des photos de la véritable signature de Donald Trump, qui est littéralement exactement la même
Donc ça date de juillet 2025, donc c'est vraiment là, récent. Au moment où il y a cette sortie de l'album d'anniversaire d'Epstein, Trump va poursuivre en justice le Wall Street Journal pour diffamation. Puis petit à petit, la Maison-Blanche et les porte-paroles vont successivement qualifier les articles de fake news, nier que Trump avait été informé de quoi que ce soit. Le mec est dans une merde totale et pourtant il réussit à être président. À être président. Le mec, c'est un putain d'agresseur sexuel, il est président. Tout le monde sait que c'est un agresseur. Mais malgré ces révélations, la justice, elle n'a pas été rendue de manière satisfaisante. Epstein reste mort, mais il n'a pas été jugé, et la majorité des hommes puissants qui ont fermé les yeux sur le réseau continuent à se protéger de la lumière médiatique. Tout ça pour dire qu'en fait, la lutte des victimes ne consiste pas seulement à exposer le prédateur, mais en plus, elle consiste à résister à tout un système conçu pour les réduire au silence. En juillet 2025, Virginia Giuffre, la principale victime et survivante d'Epstein, s'est suicidée. Dans l'un de ses derniers écrits dans son journal intime, Virginia disait « Nous n'allons pas disparaître ». Ça, c'est la dernière phrase d'une femme déterminée et d'une survivante en colère. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust!